Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous le voyez, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, et pour cause, je n'avais pas le temps. Et en fait, au cours des derniers mois, comme j'avais pas beaucoup de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris des ETF pour appliquer les performances assez folles des indices boursiers que l'on a. Et donc, en achetant pas mal d'ETF, je me suis un peu intéressé aux fournisseurs d'ETF. On a en France des boîtes comme Lyxor, comme Amundi qui dominent le marché. Et au niveau mondial, il y a un nom qu'on connaît à peu près tous, c'est le nom de BlackRock. Je me suis donc plongé dans BlackRock et j'ai décidé d'y faire le plus gros investissement que j'ai fait dans une unique action depuis le début de ma chaîne. Qu'est-ce que BlackRock? Si on arrive sur son site institutionnel, on voit voilà, les objectifs de l'ONU, etc. En fait, BlackRock, c'est vraiment un géant mondial de l'investissement qui est devenu assez connu pour avoir misé assez tôt sur quelque chose qui est en train de cartonner en ce moment, ce sont les ETF. Si on regarde la collecte nette des ETF, alors on parle ici que de la collecte, donc on comparera à la collecte nette juste après, on voit que les ETF sont en train de mener leur meilleur début d'année cette année en 2021. On explose les chiffres de 2020 et on explose les chiffres de 2017. Donc on a vraiment une grosse dynamique du côté des ETF. De même, si on regarde un petit peu les flux cumulés d'investissement, on voit que les ETF explosent les fonds dits classiques. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est un véhicule coté qui regroupe des actions de plusieurs entreprises. Donc par exemple, on peut répliquer des indices comme le CAC 40, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le DAX, l'Ibovespa, bref, tout ce qu'on veut faire, on peut le répliquer à travers un véhicule coté en bourse qui va détenir des actions de l'ensemble des véhicules. Ce qui fait que par exemple, sur la place parisienne, pour une soixantaine d'euros, on peut détenir indirectement des actions LVMH, Airbus, Vinci, etc. Et donc ces ETF, c'est ce dont BlackRock s'est fait une vraie spécialité. BlackRock est, pour le commun des intéressés par la finance, l'entreprise qui a le plus de sens quand on parle des ETF. BlackRock en fait a une boîte qui est assez connue qui s'appelle iShares, donc c'est sa filiale dédiée aux ETF. Et donc on voit, voilà, il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment leur business d'ETF présent partout. Donc on va s'intéresser à BlackRock. Pourquoi je m'intéresse à BlackRock? C'est parce que c'est une boîte assez exceptionnelle. Alors si on regarde par exemple son cours de bourse depuis les années 2000, et ben on voit que ça cartonne. Ça cartonne parce que BlackRock est un business assez fou. Aujourd'hui on est à peu près à 503, mais non ça c'était il y a quelques temps, il faut repartir à droite, on est à 917 dollars par action, ce qui donne à BlackRock une valo assez folle. Alors on va s'intéresser du coup à toutes ces données financières maintenant pour voir qu'est-ce qui fait que BlackRock peut valoir autant d'argent. Alors pour savoir déjà, avant de nous intéresser à combien vaut BlackRock, on peut voir que les résultats, alors on regarde de manière assez simple sur ce petit graphique là, les résultats de BlackRock sont quand même assez fous quand on regarde les financials ici. On est sur voilà, un chiffre d'affaires qui croît malgré des années parfois de vache maigre. Alors voilà, 2018, on se souvient que les marchés à la fin de l'année avaient perdu une dizaine voire une vingtaine de pourcents en fonction des marchés. BlackRock a réussi à demeurer rentable. Alors attention, le graphique ici on a 4,95 milliards, là on a 4,3 seulement, même si on a l'impression que c'est beaucoup plus petit. Et donc BlackRock c'est vraiment une entreprise qui va bien. Et donc souvent voilà, on a vraiment un business qui file des revenus en hausse. Et si on regarde même sur les 12 derniers mois, voilà, on est sur un chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois courants de 18 milliards de dollars, un gross profit de 9 milliards 1, operating income 7 milliards, ce qui donne un net income de 5 milliards 4. C'est juste fou. Pourquoi s'amuser à parler, enfin on voit sur Twitter notamment, sur plein de réseaux sociaux, des personnes qui vont nous dire achetez ci, achetez ça, prenez ce dossier qui monte, machin chouette, etc. En général, en fait, les managers de fonds actifs sont très peu performants et la plupart d'entre eux, sur le long terme, se font complètement exploser par les indices. Et c'est donc pour ça que parfois avoir des actions de bonne qualité sur lesquelles on ne regarde pas et sur lesquelles on laisse couler 10-20 ans en complément des ETF, ça peut être pas mal. Et donc là en l'occurrence on a un petit peu des deux, on bénéficie de la croissance des ETF et du tout, ce qui fait qu'aujourd'hui BlackRock vaut 140 milliards de dollars, ce qui, au vu de ses fondamentaux de business, me semble tout sauf surestimé.
Et BlackRock, c'est une action dans laquelle je voulais rentrer depuis pas mal de temps. Voilà, j'avais vu lorsqu'elle avait cassé les $600 en octobre. Je l'avais pas fait parce que je me suis dit que je devais concentrer mes investissements dans quelques actions, etc. Je l'ai fait là, donc je suis rentré, et on va voir ça sur une capture d'écran, je suis rentré en fait un peu plus haut vers les $860 je crois. Bon, du coup depuis ça a pris 5-6%, mais voilà. On va s'intéresser maintenant au business de BlackRock. Comment BlackRock fait pour performer? Et pour ce faire, en fait, on va s'intéresser à ce que BlackRock dit à ses investisseurs. Et donc, pas une entreprise aux États-Unis mène des Investor Day. Et donc, elles présentent leur business à une panoplie d'investisseurs et d'analystes financiers. Et donc, dans cet Investor Day, BlackRock dit beaucoup de choses assez intéressantes. Et donc, il y a différents points qui sont abordés. Donc, on va aller voir un petit peu dans l'ordre. Alors, premièrement, on a la stratégie de BlackRock. C'est le Chief Operating Officer qui le dit et qui avait parlé pendant cette conférence, qui disait que, alors, on est dans beaucoup de bullshit, mais que BlackRock, en fait, aujourd'hui, est dans une stratégie de bâtir des blocs. Des blocs qui vont avoir tous les styles de gestion possibles. Alors on parle de l'investissement passif, des gérants de fonds qui gagnent pas, etc. BlackRock a aussi de l'actif. Hein. Il y a des ETF, il y a de l'active equity, il y a du cash, il y a du fixed income, des obligations. On retrouve tout. On retrouve des private market, on retrouve énormément de produits alternatifs, on retrouve une espèce de fintech Aladdin qui permet aux gérants de fonds de construire, d'avoir toute la stack technologique. Et donc on a vraiment énormément de trucs. On a des tendances. Et donc pour le coup, si vous avez vraiment beaucoup de temps, lisez à fond cette présentation. On va la parcourir assez rapidement là, mais lisez-la à fond parce que c'est quand même assez intéressant de voir comment une entreprise leader du secteur perçoit les potentielles ruptures de marché. Ça peut être vraiment hyper intéressant. Alors, du coup, ce qu'on a ici, c'est voilà, l'idée, les grosses stratégies de BlackRock, c'est de passer de produits uniquement, donc l'ETF, à l'ensemble d'un portefeuille. Et on va voir que le 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, qui était la grande mode à l'époque, BlackRock a une approche un peu différente avec un 50-30-20 qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin, on a un changement de puissance vers le client, c'est-à-dire que le client final aujourd'hui a envie de ne pas se laisser prendre par son investissement, par son conseiller en investissement financier à tout lui faire. Non, le client final comprend déjà beaucoup mieux qu'il y a 30 ans et a envie de s'impliquer dans ses décisions d'investissement. Enfin, on a également voilà, pas mal d'autres drivers. Par exemple, l'investissement durable et responsable, on a vu tout à l'heure dans le site de BlackRock que c'était ce qui apparaissait en premier. Parfois c'est bullshit, parfois c'est vrai quand même. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Il y a aussi la recherche d'un rendement à l'ère des taux bas, donc ça fait pas mal de choses assez intéressantes. Et surtout, on a le business en Chine qui est une chose, mais aussi l'extension du business en Europe et Moyen-Orient et Afrique. Et on verra ça un petit peu plus tard, avec notamment le fait que BlackRock aujourd'hui cherche à éventuellement aller sur le marché français en explorant le modèle des fonds de pension américains où en fait grosso modo la retraite n'est pas assurée par ceux qui cotisent plus tard mais par ses propres cotisations tout au long de sa vie qui sont abondées par l'employeur. Donc on a vraiment ce genre de choses et donc sous forme d'image ça donne ça. Alors du coup si on regarde aujourd'hui comment BlackRock présente l'opportunité d'investissement à ses investisseurs, parce qu'il ne faut pas être naïf, une présentation investisseur c'est fait pour nous convaincre d'investir dans ce business, on voit tout simplement que BlackRock dit regardez, ici dans l'asset management, on est parmi les tout meilleurs, on n'a que 3%. On a beau être leader de l'asset management, on n'a que 3% de part de marché. Alors qu'ailleurs, dans Sales et Trading, on a 13%, et dans le Cloud Computing, on a 32% pour la plus grosse des firmes. Donc on a vraiment toujours cette envie de BlackRock de montrer le tout. Ensuite, on a aussi BlackRock qui aime bien montrer sa croissance par rapport aux autres acteurs du marché. Donc voilà, BlackRock nous dit en termes de marché privé, alors c'est tout ce qui n'est pas coté en bourse, on fait 18% de croissance versus 9% pour l'industrie. Sur la techno, on fait 12, l'industrie fait 7. Sur les ETF, on fait 7, l'industrie fait 8. Bon. Sur l'actif traditionnel, donc tous les fonds sur lesquels vous avez des SICAV, etc., on fait 6%, l'industrie fait moins 1. Et sur l'ensemble des portefeuilles, on fait 10, et l'industrie fait plus 1. Donc on a vraiment ce genre de choses qui est assez intéressant. Également, ce qu'on a du côté de BlackRock, c'est qu'on voit sur le développement assez fou de l'asset under management, on est passé de 3800 milliards, donc ça fait beaucoup d'argent, à 6000 milliards en 2018. C'est le chiffre que tout le monde a un petit peu en tête quand on suit de très loin BlackRock. Aujourd'hui, on a 9000 milliards. Et donc BlackRock sera probablement la première entreprise à dépasser les 10 000 milliards d'assets under management. De même, BlackRock devient une vraie fintech B2B et donc a dépassé le milliard de chiffre d'affaires en tech services.
De même en nombre d'employés, on voit un gain d'efficience parce que finalement le nombre d'employés augmente beaucoup moins vite que le nombre d'assets under management et d'autres. On n'est qu'à plus 11% depuis 2018 versus plus 50% d'assets under management. Donc voilà, on a des principes. Alors ça c'est du corporate bullshit. Voilà, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse vraiment, désolé pour la répétition, mais c'est les ETF et l'index investing. Ce que nous présente BlackRock, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, sur l'asset under management sur son business, on est à 2800 milliards du tout. Et quand on regarde un petit peu le net new business, en grosso modo les inflows du premier trimestre, on est à plus de 240 milliards. Donc c'est un chiffre, une patate qui ne fait que monter. Et donc quand on regarde la croissance supplémentaire générée par ces 240 milliards investis, c'est 525 millions de dollars. Ce qui fait qu'en 2020, quand on regarde un petit peu le tout, voilà, ça fait 4,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui grandit assez vite et surtout BlackRock démontre une capacité d'innovation dans la mesure où quand on regarde un petit peu l'ensemble de sa stratégie par rapport à ses concurrents, les nouveaux ETF in fine rapportent beaucoup d'argent à BlackRock. On verra un petit peu plus tard de quoi se composent ces nouveaux ETF. Donc on a toujours ce corporate bullshit qui est censé convaincre les investisseurs. Et quand on regarde un petit peu le tout, en fait, sur l'ETF de l'industrie, sur l'industrie des ETF, pardon, en fait aujourd'hui c'est toujours un marché très petit. C'est que 3% du total global market, ça fait 5% aux États-Unis et ça fait 1% des asset managers au niveau mondial. Donc c'est assez peu. Et donc même c'est très peu en fait. On n'est qu'à 5% du global equity market, 1% du marché obligataire. Donc c'est vraiment très peu. En Europe, Middle East, Africa, on est à 2% seulement des actifs placés sous ETF, 1% en Asie-Pacifique. Donc c'est vraiment un business qui est appelé à grandir de manière assez forte. On a quelque chose qui est assez intéressant. Alors ça, c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce business des ETF, mais on a vraiment cette logique présentée par BlackRock de tout ça, de toute l'évolution des ETF, avec à la fois dans les années 70 on avait l'index versus la gestion active qui consistait à choisir des valeurs, l'index où on réplique la valeur. Ensuite on avait la 2G comme ils l'appellent dans les années 90, on lançait les premiers ETF pour faire l'indexing plus global and convenient, en fait on pouvait plus facilement aller dessus. Et ensuite voilà, on a différentes étapes jusqu'à la 5G. Et quand on regarde le global ETF Asset Management, on voit que les tendances qu'on a vues dans ces deux premiers graphiques, c'est que grosso modo ici, c'est quelque chose qui monte et grosso modo, BlackRock s'attend à ce qu'en 2025, on ait 15 000 milliards d'assets under management selon les ETF. Et on a tout, on a vraiment du core equity, on a du fixed income, on a du durable, on a des ETF thématiques, on va investir dans l'éducation. Alors ça c'est les pires ETF parce que ils étaient investis dans des boîtes chinoises. On peut investir dans l'éducation, on peut investir dans le e-sport, on peut investir dans la fintech, on peut investir dans le sport business, on peut investir partout. Donc on a vraiment ça. Et on a des clients qui sont assez divers, des personnes qui gèrent elles-mêmes leur business, des wealth managers, des asset managers actifs. D'ailleurs, on peut payer des asset managers qui vont acheter des ETF in fine. Donc c'est un peu du gaspillage, mais ça se fait. Des assurances, des fonds de pension, etc. Et donc, on a vraiment cette capacité qu'a BlackRock de toujours être plutôt innovant avec sa croissance. Et c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant quand on regarde un petit peu ce que fait BlackRock. Alors je ne vais pas tout regarder parce que c'est long et cette vidéo durerait 1 heure, mais c'est assez intéressant de voir par exemple qu'en Allemagne, on a le nombre d'Allemands qui achètent des ETF qui explose en fait. On était à 620 000 en 2017, aujourd'hui on est à 2 millions pour leur plan de retraite. Donc c'est intéressant pour le coup de voir qu'on a vraiment tout le monde le monde entier et même les Allemands qui se mettent à faire des ETF et probablement bientôt les Français. Donc on a vraiment tout ça. Alors le fixed income nous intéresse beaucoup moins. De même, pour le coup, on n'est pas forcément... on a ici la force de BlackRock. Bon, allez, on peut regarder ça assez rapidement, mais on voit par exemple que iShares a des spreads plus faibles. Donc c'est-à-dire le spread, c'est la différence entre le prix où on achète et le prix où on vend une action. Donc, c'est le fait que les ETF de BlackRock soient leaders et donc il y a énormément de volume en fait ici. Donc voilà, on regarde un petit peu, on voit vraiment qu'il y a quand même pas mal de business qui se fait autour de ça et de toute façon le business de BlackRock au niveau des ETF c'est l'un des business les plus classiques qui soit avec Vanguard, avec d'autres. C'est un business qui marche très bien. Ensuite on a deuxièmement, alors on a parlé des ETF, on va parler des alternatifs. Alors qu'est-ce que l'alternative? En fait c'est tout ce qui ne concerne pas le cash, les actions et les obligations. C'est donc tout ce qui est private equity,
c'est tout ce qui est real estate. Ça peut être une tonne de choses. Et donc, BlackRock, quand on regarde dans les alternatives, en fait, c'est l'un des plus gros du marché. Vous connaissez peut-être Blackstone, dont le nom est assez proche, hein, Stone Rock, Black. Bon, voilà, c'est la firme de Stephen Schwarzman qui marche elle aussi très bien et que j'ai même considéré investir dedans, mais je me suis dit bon qu'on dépendait trop de la réussite d'un seul homme, alors que BlackRock, on dépend des fondamentaux d'un business, donc j'ai préféré BlackRock. Mais Blackstone est hyper intéressant. Mais si on regarde justement en alternatives, BlackRock gère 287 milliards. Alors, c'est pas des ETF qui appliquent des indices, c'est vraiment BlackRock qui doit gérer ça, qui a des hedge funds, qui a de l'illiquide, donc du privé, du liquid credit et du committed capital avec 28 milliards de poudre sèche à investir, ce qui lui a apporté l'an passé 2,4 milliards. On voit là cette fois-ci que le ratio est assez fou. On était enfin si on remonte un petit peu avant, on avait vu que on était à 6 000 milliards pour 4,8 milliards de revenus. Et là on va voir qu'on sera à peine à 260 milliards, 287 milliards pardon, pour 2,4 milliards, donc moitié moins, mais avec à peu près 20 fois moins d'investissement au total. Donc on a vraiment ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que grosso modo committed capital 28 milliards, ce qui fait 190 millions de dollars de future annual base fees, et c'est des business qui sont juste fous. Enfin, l'asset management, quoi qu'on en dise, c'est un business assez incroyable où notamment en France on a plein de personnes qui se font battre par les indices, mais qui chaque année vont encaisser 1 à 2% des frais que les gens investissent dedans. Enfin, c'est un business qui est vraiment fou, qui a tendance à baisser avec les ETF, mais BlackRock est vraiment présent partout, avec aussi bien ça que de l'alternatives. De même, quand on regarde un petit peu sur l'alternatives, on a quand même une grande part d'investisseurs qui prévoient d'investir de plus en plus dans les alternatives. 55% increase, 26% significantly, et on en a que 2%, enfin 3% même qui disent qui vont decrease au fil du temps. Donc c'est assez intéressant, et là on voit une croissance à 17,2 milliards pour les alternatives. Donc ce que veut faire BlackRock, c'est de se positionner comme étant capable de tout faire, avec cet objectif de ramasser, de lever 100 milliards de plus au cours des 3 prochaines années, sachant que depuis les 5 dernières années, ils ont levé à peu près 100 milliards. 25 milliards en 2020, donc ça marche plutôt bien. Et donc là voilà, on voit un petit peu tout ce qui se fait, aussi bien au niveau de la dette que de l'equity. Donc l'equity, c'est les actions des entreprises, la dette, c'est la dette. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, et je vous invite à faire pause sur des slides si des slides vous intéressent plus que d'autres. Ensuite, on va s'intéresser aussi aux growth drivers de BlackRock. Alors il y a le crédit, les infrastructures, bon ça pour le coup on va pas forcément aller approfondir ça, sinon ce serait beaucoup trop long, mais ce qu'on a, c'est la manière dont BlackRock se positionne pour sa future croissance. On a making alternatives less alternative in wealth, donc c'est-à-dire en gros faire en sorte que chacun puisse aussi investir dans ces alternatives, avec de l'innovation en termes de produits, avec de la tech et des partenariats globaux de distribution notamment de ces produits-là auprès des particuliers. On a vu d'ailleurs en 2000, je crois que c'était en 2020, tout un pataquès autour du fait que les particuliers peuvent pour la première fois investir dans du private equity. Fine, voilà, BlackRock a envie de rendre ça beaucoup plus mainstream, et qu'on n'ait pas à faire tout un tintin de marque quand on investit dans les particuliers, mettre je sais pas 100 ou 200 millions dans des fonds de private equity, c'est la norme, c'est un tout petit fonds, donc pour le coup il n'y a pas grand chose dessus. Enfin, une politique de croissance en Asie-Pacifique et le durable, parce qu'évidemment aujourd'hui aucune firme ne peut être cotée en bourse sans parler de sustainability, et quand on est market maker comme BlackRock, autant en avoir dans sa stratégie. Alors du coup là on va être assez rapide dessus. C'est la techno de BlackRock qui s'appelle Aladdin. On va pas forcément parler beaucoup de ça. Ils ont racheté eFront il y a quelques temps pour aussi faire pas mal de croissance, mais grosso modo c'est une firme de services technologiques qui sert vraiment les investisseurs institutionnels, les asset services et les wealth managers. Voilà, c'est un business qui va très bien comme on le voit ici, et qui a un petit peu d'expansion possible, mais voilà, pour le coup ça permet de gérer tout son portefeuille à travers une suite techno qui est utile d'ailleurs si vous lancez des fonds d'investissement et autres. Donc là pour le coup je vais passer assez vite dessus. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, on va s'intéresser après les alternatives et les ETF à les stratégies actives de BlackRock. Et là, on est sur 2,3 000 milliards, donc 2300 milliards de dollars d'assets under management, avec à la fois du fixed income, de l'equity, du multi-asset et des alternatives encore ici.
2020, ça fait 7 milliards de revenus. Donc c'est aussi l'un des gros drivers de croissance. Sur les frais, on est à une croissance de 15%. En asset growth, on est sur 9% de croissance. Et on a vraiment, pour le coup, une part assez importante de ces actifs-là qui représentent aujourd'hui 25% de ce que gère BlackRock, mais 50% de son chiffre d'affaires, avec une croissance assez marqué entre 2017 et 2020. C'est ce qu'il y a de plus classique pour le coup, l'active. Ça différencie pas vraiment BlackRock des autres, ça pour le coup. Bon, alors c'est l'un des plus gros, c'est vrai, mais BlackRock a encore des parts de marché assez faibles, 2,7% en 2016, 3% en 2020. C'est pas forcément pour ça que l'on va s'amuser à investir chez BlackRock, même si effectivement, ce qu'ils aiment bien mettre, c'est voilà, nous sommes au-dessus des benchmarks, de la médiane des pairs, etc. C'est potentiellement vrai, d'ailleurs je pense que c'est vrai, mais c'est pas forcément ce genre de choses qu'on va chercher, avec notamment du vrai rendement hein, pour le coup quand on regarde ce que fait BlackRock. Ça c'est quand même assez vrai, notamment ce multiple. Alors c'est un multiple qui est assez rigolo, c'est un multiple que une boîte de tech comme Touyu met sur ses investissements publicitaires en termes entre ce qui est dépensé et ce que ça doit rapporter. Et du coup ce qui est assez rigolo, c'est voilà, en net basis en 5 ans c'est censé faire x2,2 voilà, sur $1 payé en frais. Donc c'est assez rigolo de voir que bon, on se sert bien, mais on sert aussi le client, ce qui est quand même la grande base. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller très loin sur la sustainability, blablabla, parce que ça c'est quand même pas mal de corporate bullshit. Ensuite, voilà, on a quelque chose d'assez intéressant sur le Financial Advisor Portfolio. Le fait que voilà, il y a cette vraie dynamique de Wealth Advisory. Donc voilà, pour le coup, on a vraiment énormément de choses. Alors c'est très spécifique au marché américain, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors une stat intéressante, c'est de voir où est-ce que Net New Industry Client Money, donc ce que les clients mettent comme poudre sèche dans les produits, où est-ce que ça va? Eh bien on voit que ça part pour moitié dans les ETF, et c'est vraiment pour ça que j'aime BlackRock. C'est parce que leurs ETF sont quand même les plus puissants. iShares c'est le plus gros au niveau mondial. Et pour le coup, ça marche très bien. Ensuite, on voit effectivement des SMA, des clean share, mutual funds, etc. Donc ça, pour le coup, c'est moins différent. Sans private equity, on n'est qu'à 6%. Mais pour le coup, on voit que BlackRock investit. Il y a un véhicule privé de 11 milliards de dollars qui est apparu assez récemment. Et donc voilà, ensuite ils ont aussi InvestNet qui permet de faire des modèles de portfolio, et on arrive au fameux 50-30-20 où justement ce que dit BlackRock, c'est que le 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, qui est en fait la base qu'on enseigne un petit peu partout, est changé, parce que eux, ce qu'ils imaginent plus, c'est 50% de public equities, 20% de private markets avec probablement une grosse dose d'equity dedans quand même, et 30% de bonds. Donc pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'assez neuf. Alors on va s'intéresser maintenant à nous, avec Stephen Cohen, Head of Europe, Middle East and Africa. Donc in Europe, Middle East, Africa, ils ont 2400 milliards d'assets under management, et ce qui fait 5 milliards de revenus. Donc c'est vraiment une grosse croissance, on voit là 19%, c'est une de leurs plus belles croissances, avec à la fois du iShares, du actif, du non-ETF index et un petit peu de cash. On voit qu'ils sont présents dans pas mal de villes. On voit Paris, Genève, Madrid, Luxembourg, etc., Dublin, enfin bref, plein de villes ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement le milieu européen est assez différent. Ici, on est sur des taux nuls. Les taux sont à 0 ici. Donc c'est super intéressant de voir comment BlackRock se développe. Là, on voit aussi leur marché, voilà, des partnerships avec des banques, des retail banks, avec des pension schemes, etc. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, il y a la Chine aussi avec son marché, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Et une dernière partie qui va nous intéresser vraiment, c'est sur les Retirement Solutions. En fait, ce qu'on a ici, c'est que, grosso modo, le monde va vers les fonds de pension, qu'on le veuille ou non. Le modèle français de retraite par répartition n'est juste pas possible, n'est pas soutenable au long terme. Et donc, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que BlackRock effectivement est un leader dessus. Alors on va pas se cacher que BlackRock fait évidemment du lobbying pour adopter ce schéma-là dans les pays dans lesquels BlackRock est présent, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'il y a une stat d'ailleurs assez intéressante quand on comparait ce qu'un euro cotisé dans les années 80 aurait pu rapporter si on avait mis ça dans les marchés financiers versus le système de répartition. En fait, on passe de 1 euro en rapporte 2 à la répartition à 1 euro en rapporte 16 si on avait investi sur les marchés financiers en 1980 pour 2020. Donc pour le coup, on est quand même sur des ratios assez différents, et d'ailleurs ce qui
aurait permis de financer l'économie, mais bref, on n'en est pas là-dedans. En France, on déteste ces mots-là, fonds de pension, BlackRock, etc. Ce qui est un peu débile, parce que du coup, on se prive de croissance future au nom d'une démagogie, d'un anti-capitalisme primaire, alors qu'on ne peut pas nier que le fait que si on en est dans une société aussi développée, on est sur du capitalisme. Et là, je pars vers de la politique / philosophie de Barr, donc je vais m'arrêter là. Mais grosso modo, ce que dit BlackRock, c'est que effectivement, dans une population mondiale qui est en train de vieillir, on a très peu de, enfin voilà, on a 48% dans le secteur informel qui n'ont pas de retraite. Donc c'est une stat qui paraît grosse, mais en fait pas tant que ça, parce qu'il y a peu de gens finalement qui dans le monde entier sont dans le secteur informel. Quand on regarde en comparaison de ceux qui sont dans les pays développés qui pourraient cotiser sur ces fonds de pension là, pas cotiser dans un fonds de pension quand on est, je sais pas, hôte de caisse au Burundi, donc c'est un petit peu différent. Mais pour le coup, on a vraiment cette volonté de BlackRock de développer cette offre-là. Et donc, quand on regarde un petit peu tout ce que nous dit BlackRock ici, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ils gèrent 3 000 milliards d'assets under management en retirement. Ce sont les leaders dans cette industrie. Donc aux États-Unis, ils ont 13% de part de marché, ce qui est juste énorme. Ils ont 40 millions de personnes qui ont le tout avec eux. Et donc ce qu'on voit ici dans cette slide-là, c'est qu'ils s'intéressent au marché européen. On voit ici que la France fait partie de leur marché, Markets to Watch. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, de voir comment BlackRock veut imaginer, espérer intégrer ces marchés-là. On voit les Pays-Bas, l'Allemagne, Singapour, l'Australie, etc. Donc on a vraiment ça, et on a l'innovation, bon bref, les sustainability, etc. Donc je ne vais pas forcément me perdre dessus. On va partir du sustainable, bon voilà, ça fait des revenus, c'est de l'asset management, blablabla. Ici je vais passer ça. On va maintenant comment BlackRock rend de la valeur aux investisseurs, parce que pour le coup, si on s'intéresse et qu'on investit dans une valeur, c'est pour effectivement percevoir du dividende ou du revenu. En fait, ce que montre BlackRock, c'est vraiment une croissance assez folle de l'earning per share. Ce qui fait que finalement, vous avez à la fois un prix de l'action qui monte et moins d'actions sur le marché, ce qui fait que le prix de l'action monte encore plus. Ce qu'on voit ici, ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on avait vu au début, c'est que BlackRock en fait rachète beaucoup d'actions. Ils ont par exemple entre 2015 et 2020 réduit de 8% le nombre d'actions en circulation. Ce qui fait qu'on est sur un nombre d'actions qui diminue et donc mécaniquement la réduction de l'ensemble des actionnaires. Quand on regarde un petit peu, alors ça c'est des choses qui ne vont pas forcément nous intéresser, enfin que je vais regarder à titre personnel, mais sur lesquelles on ne va pas forcément regarder dans la vidéo. Là on montre que finalement voilà, on baisse le nombre de coûts de General Administration, donc c'est le management, l'exécutif, etc. Par rapport aux revenus nets, etc. On va voir aussi que voilà, BlackRock dit avoir investi, etc. Dit aussi que voilà, le payout ratio est quand même assez haut, il est à à peu près 80% du tout qui est distribué en dividende. On a également de la croissance invest in your business, donc forcément en fait un dividende c'est ce qu'on ne va pas investir dans le business, donc on cherche déjà human capital, techno data, brand, sync, investment et puis dans le reste aussi. Bref, on a vraiment tout ça, on a toutes les acquisitions faites par BlackRock. BlackRock, c'est une entreprise qui rachète beaucoup d'autres entreprises, qui investit également dans d'autres boîtes. On voit notamment Acorns, qui à l'époque était un espèce de concurrent de Robinhood aux États-Unis en 2016-2017 et qui est devenu un peu plus petit, mais qui aujourd'hui arrondit ce que l'on paye en caisse, par exemple, pour investir des petites sommes par-ci par-là. Mais comme vous le savez, les petites rivières font les grands fleuves, donc les petits ruisseaux font les grands fleuves. Je ne connais plus l'expression, mais c'est pas grave. Et ce qu'on voit ici, c'est que voilà, on a vraiment la capacité de BlackRock de retourner de l'argent aux shareholders. Et ici, on voit que à travers le dividende et des rachats d'actions, en fait, le dividende de BlackRock a pu augmenter de manière assez folle au fil du temps. On est à 18% de taux de croissance annuel moyen depuis 2003, ce qui est juste énormissime. Il y a une année ici où le dividende est stable entre 2008 et 2009. En 2020, les managers européens devaient supprimer le dividende. BlackRock l'a augmenté au calme alors qu'il y avait une crise. Et BlackRock a racheté une tonne de ses actions. Il y avait 171 millions d'actions en 2012. Il n'y en avait plus que 153 en 2020, fin 2020. Donc on est vraiment sur une entreprise qui a cette capacité à racheter un nombre d'actions assez fou, et ce qui permet in fine de booster son taux de retour sur investissement à plus de 21%. Donc voilà, il montre aussi que BlackRock performe sous n'importe quel environnement, etc. Voilà. Et donc grosso modo, cette slide là, c'est un peu la dernière slide pour vous dire investissez dans BlackRock.
Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai investi 500 dollars qui sont devenus assez rapidement un peu plus que 500 dollars. Mais pour moi, BlackRock, voilà, c'est un investissement qui est quand même assez sympa. Qui pour moi, c'est le genre d'action qui peut vraiment coter beaucoup plus dans les années à venir. Hein. Retrouver un BlackRock à, je sais pas, 2000 dollars dans 5 ans, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc, voilà, j'ai investi dans BlackRock et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker évidemment, parce que si vous êtes tapé une demi-heure de vidéo, c'est que forcément ça a dû vous plaire un petit peu. Donc likez, abonnez-vous. Et aussi dites-moi en commentaire si vous avez envie d'investir dans BlackRock ou si vous pensez que d'autres investissements valent plus le coup. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être pas dans 3 mois.